ou bien des loyers. Je Aïe. sais très bien que le locataire, il peut faire un geste pour la TVA. Que le bailleur. Parce que, ah ouais, le bailleur, oui. Très bien. Je Alors, ne sais pas comment et quelle est la marge de manœuvre et quand est-ce qu'on peut faire une remise. Je ne sais pas comment on peut appeler ça dans le jargon financier, mais moi j'ai compris qu'on peut faire une réduction sur le reste des échéances à payer. Ça, une c'est ma réduction, première d'accord. question. Ouais. D'accord. Deuxième question, moi j'ai dû aussi vivre dans notre vie une entreprise qui avait un crédit leasing, quelque chose comme 100 millions de dirhams, et on avait négocié avec la société de leasing un prolongement de la durée, une rallonge de la durée. Et on nous a permis une fois, pour 7 ans, j'imagine, mais au-delà de 7 ans, on nous a dit que c'est impossible de financer un leasing au-delà de 7 ans. Au-delà de tout le temps, c'est Voilà. d'accord. Donc, Il c'est deux s'agissait questions de, sur la il durée s'agissait et de sur quel le type de traitement de la bien TVA. avec le C'est cas de immobilier. immobilier. D'accord. Pour le paiement par anticipation ou bien pour Là, la deuxième la question. durée? La durée, Là, la durée. c'est l'immobilier, un leasing immobilier. C'est Immobilier. 100 Très bien. millions de dirhams. Très, très bien. Voilà. Excellent. Alors, pour la première question, d'abord, quand vous anticipez la cession d'un contrat, quand vous résiliez, en fait, vous les résiliez et vous anticipez le SMICO, qu'est-ce qui se passe? En fait, le support de l'opération ADA, c'est une opération c'est un matériel. Donc, avec le matériel, la société de leasing doit vous le céder. Oui. Doit vous le céder, vous lui payez au moins son capital restendu, plus les sauces. Donc, etc., elle recalcule le capital restendu, elle calcule le capital restendu, qu'elle dit maintenant, elle se dit où on en est par rapport à cette fameuse réserve latente. Si vous êtes dans une zone de réserve latente où la société de leasing elle a une réserve négative, c'est-à-dire vous avez payé des trucs anticipés, etc., ou que là, il y a donc les bénéfices les années précédentes. غادي تقول لك اخويا لا انا ما يمكنش نخرج هذا العام un exercice déficitaire à cause de ou là, un petit déficit à cause de vous. Vous allez me payer le montant de réserve latente. Et vous allez me payer les frais de résiliation. Donc, au niveau du contrat, c'est spécifié, c'est 2 mois de loyer, c'est 1 mois de loyer, il faut voir les spécifications du contrat. Et puis, sur ça, vient se greffer la TVA. La TVA, en fait, n'est qu'une conséquence de la cession d'un bien, de la cession d'un bien. Donc, la TVA, mais ce n'est pas une variable, c'est juste un élément. Donc, l'encours financier qui représente la valeur de cession du bien et la TVA y afférente, c'est du non négociable. Qui prend les autres éléments, les frais de gestion, éventuellement la réserve latente, ça peut être négocié, mais vous n'avez pas suffisamment de données pour connaître la réserve latente. Enfin, implicitement, vous les avez, mais il faut les calculer. C'est des calculs assez smith. Donc, en fait, il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre, à part donc comment dire, à part donc les frais de gestion, etc. C'est pour ça, moi, mon conseil aux clients de leasing, c'est d'avoir un suivi très régulier du tableau d'amortissement. J'ai bien un tableau d'amortissement et du capital restendu, d'accord, ou la reconstituer avec le tableau d'amortissement pour pouvoir renégocier un rachat par anticipation. Sans ça, le rachat par anticipation la négociation ne peut pas se faire d'une manière rationnelle. Alors, pour ce qui est du deuxième cas sur la durée. Alors, la durée, effectivement, c'est une contrainte pour la société de leasing Al-Qadi parce qu'elle, elle va acheter de l'argent. Le jour où vous avez fait un crédit, acheté de leasing, je veux que vous me financiez sur 5 ans. Alors, il y a un crédit sur 5 ans. Et il faut qu'il y ait toujours un équilibre entre les valeurs sur 5 ans qu'elle a sur 5 ans et ce qui est financé sur 5 ans. Donc, ce qu'on appelle l'ALM, Assets and Liability Management, la gestion des actifs passifs. Donc, les sociétés de leasing font une gestion dynamique des actifs et les passifs et les durées, d'une manière à ce qu'il y ait un équilibre. Donc, toi, quand tu viens, tu leur dis, 5 ans, alors peut-être 7 ans, déjà, ils se posent une question par rapport au risque. Est-ce qu'il est risqué, est-ce qu'il n'est pas risqué?
Ou est-ce que, et nous on avait prévu de recevoir tant de cash flow, là on va recevoir tant de cash flow, ils refont l'étude. Et puis tu leur crées le problème d'aller rechercher de l'argent à long terme. Et comme vous le savez tous, dans nos pays un peu moins développés, l'accès à des ressources de financement stables à long terme est très difficile. Donc, quand vous demandez à une société de leasing de vous financer au-delà de 7 ans, elle-même, elle a des difficultés à trouver des ressources financières au-delà de 7 ans. Donc, c'est pour ça il rechigne à faire de l'opération. Donc, il y a plusieurs dimensions qu'elle doit prendre en compte. C'est bon, c'est Omar. Oui. Autre Alors, on question? a Abdelilal Gnoni qui nous dit, voulez-vous nous expliquer les différentes modalités de location permises aux administrations publiques marocaines? Alors, les administrations publiques marocaines, elles peuvent se financer de toutes les manières possibles et imaginables, à condition qu'elles aient qu'elles aient la capacité de se mettre. Maintenant, dans quel le problème des administrations, c'est comment acheter. Est-ce qu'elles vont faire des appels d'offres? Est-ce qu'elles vont faire un bon de commande, etc. Donc, normalement, il faut voir chaque administration par administration, voir ce que leur permet le règlement de marché. Le règlement de marché, c'est dans les administrations, c'est ce qui permet à ces administrations de décider du mode d'achat conformément à la réglementation qui les concerne. Généralement, le leasing, ça peut être une convention ou là, peut-être aussi un marché reconductible, je ne sais pas. Mais en tout cas, il faut voir chaque administration, peut-être pas un marché reconductible, mais chaque administration, elle a son règlement des marchés. Il faut voir dans le détail de ce règlement de marché ce qui est permis en matière d'achat de prestations. D'accord. Et vas-y, Madame Hafida. Bonjour, c'est Anna. Bonjour, Madame Hafida. Il y a une autre question qui a été posée par M. Mahmoud Walid. Merci, monsieur. En termes de coût, quel est le moyen de financement le plus bénéfique pour les sociétés? Très bien. Ben, écoute, la question n'est pas simple. Quand on commence à raisonner leasing et financement locatif, il faut raisonner d'une manière globale. Il faut intégrer l'aspect fiscal, c'est-à-dire la dimension fiscale, l'augmentation des charges, etc. Il faut en tenir compte. Donc, ce qu'on fait, c'est que Canardo, on fait des tableaux comparatifs. Voilà, en passant les amortissements en cas de crédit à moyen terme, en passant de Hadada. Pardon? C'est bon, là c'est bon. Oui, c'est bon? C'est bon. Il faut faire vraiment un comparatif en allant jusqu'à l'impact sur l'impôt, sur l'impôt et voir l'économie d'impôt, etc. Donc, on ne peut pas se prononcer comme ça, dire le moyen est plus efficace ou la. Il faut vraiment faire le calcul dans le détail pour chacun des différents modes de financement. Et faire le comparatif. Faire le comparatif. Oui. Monsieur Hosni, est-ce que le leasing reste intéressant quand la société est située dans les provinces du Sud? Est-ce que le leasing reste intéressant quand la société est située dans les provinces du Sud? Alors, pour les provinces du Sud, la question, beaucoup de clients, quand je vendais des contrats de leasing, me disaient est-ce que le leasing halal ou la haram? Chacun a son interprétation. Les provinces du Sud, jusqu'à présent, il n'y a pas de raison pour qu'il n'y ait pas de paiement d'IS et de TVA, etc. Parce que le fait que les gens ne payent pas la taxe, c'est une situation de fait. Ce n'est pas une situation de droit. Maintenant, de plus en plus, l'administration fiscale augmente ses exigences vers les gens qui sont dans les provinces du Sud, et particulièrement ceux qui font des opérations hors des provinces du Sud, dans le nord des provinces du Sud. Donc, quand ils font des opérations
كيقول لهم اودي pour des opérations الله يخليكم خلصوا التي في ديالكم خلصوا الياس etc. Donc mais le leasing garde quand même un avantage, les financements locatifs un avantage très intéressant, c'est que même il a de l'aspect fiscal. D'abord, c'est un financement à 100%. Deux, c'est un financement très souple. C'est-à-dire que la rapidité de mise en place par rapport à un crédit classique, elle est sans commune mesure. Le troisième élément, c'est que ça constitue une garantie pour la société de financement. C'est-à-dire une société, des états financiers qui lui permettent un certain niveau de financement A au niveau le secteur bancaire, et ben, en leasing, elle peut aller à A plus quelque chose. Parce que la société de leasing considère le bien comme une garantie, comme quelque chose d'y là. Donc, il est plus sûr que pour les autres modes de financement. D'accord. Une autre question. Est-ce que le leasing est avantageux par rapport à un crédit classique de financement? Si oui, comment? Alors, bien sûr, je vais répondre toujours par ni oui ni non. Il faut voir, à partir du moment où on réfléchit à financement en leasing ou la financement locatif, il faut d'abord voir la capacité d'autofinancement. La capacité d'autofinancement, elle est déterminante. Le leasing, c'est que les durées des contrats sont plus courtes généralement que les durées d'amortissement. Donc, si vous avez les capacités d'autofinancement qui sont fortes et qui vous permettent de payer des loyers sans problème, etc., là, il faut y aller. Par contre, si c'est un peu vous avez besoin de durée de grâce, etc., il vaut mieux aller vers un crédit à moyen terme. Pour le coup, bien sûr, il faut faire le comparatif, toujours faire un comparatif du cas spécifique en tenant compte de plusieurs scénarios de durée, de dégressivité ou de progressivité des loyers. D'accord. Donc vous avez, allez-y, madame. Quelle est la durée maximale d'un contrat leasing pour le financement de la construction? Très bien. Alors, je répondrai pour le cas général. Pour le cas en général, les sociétés de leasing ont le droit d'amortir sur la moitié de la durée généralement admise pour les entreprises. Je m'explique. Pour une voiture, la durée généralement admise d'amortissement, elle est de 5 ans. Pour une société de leasing, elle peut l'amortir sur 2 ans et demi. Elle peut amortir le bien sur 2 ans et demi. Donc, la durée de leasing, elle peut aller de 2 ans et demi à 5 ans. Pour ce qui est de leasing immobilier, la durée généralement admise pour les constructions est de 20 ans. Donc, une durée standard de leasing peut être de 10 ans. Mais ils peuvent aller à 7 ans, comme ils peuvent faire du 12 ans. Mais quand on commence à dépasser, quand on va vers les 15 ans, les refinancements, là c'est un autre raisonnement, les refinancements sur des durées longues ne sont pas disponibles. Donc, si moi j'ai que des possibilités de me financer sur 5 ans, maintenant, il n'y a que des contrats, moi en tant que société, je ne peux trouver que des financements sur 5 ans. Je prends juste un cas d'école pour bien comprendre la chose. Et vous me demandez de vous financer un immobilier sur 7 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais prendre un contrat de leasing sur 5 ans et un contrat de refinancement sur 5 ans et un contrat sur 2 ans. Ou là, 2 contrats sur 5 ans, etc. Donc, ça perturbe ma gestion d'ALM, ma gestion actif-passif, est perturbée par Smith. Par contre, si je suis capable de trouver des refinancements sur 7 ans, sur 10 ans, ou 15 ans, je suis. Donc, exceptionnellement, les sociétés de leasing peuvent faire le jeu avoir des financements courts ou financer du long, ou elles prennent un risque parce que elles vous a prêté l'argent à un certain taux. Demain, quand elles voudront se refinancer, peut-être que les taux vont augmenter. Donc, elle va vous introduire des clauses d'indexation. Je peux aller avec toi sur 10 ans ou 15 ans, mais on va indexer le taux. C'est-à-dire, donc l'indexation va lui permettre de couvrir son risque. Donc, pour répondre sur la durée de l'immobilier spécifiquement, donc ça peut être entre 7 et 12 ans. L'optimum devrait se situer entre 7 et 12 ans. D'accord. J'ai une autre. C'est bon? Oui, madame. C'est bon.
comment vous voyez, monsieur, les perspectives de ces moyens de financement, surtout en ces moments de crise? Alors, moi, je pense que quelle que soit la conjoncture, quand vous venez apporter du financement à l'économie, c'est toujours le bienvenu. Maintenant, les entreprises sont en train de courir des risques systémiques très importants. C'est-à-dire que entre elles, les sociétés vont être plus prudentes, vont réduire les délais, vont réduire leur exposition à d'autres sociétés. Et donc, également, les sociétés de financement vont être beaucoup plus prudentes. Elles vont peut-être exiger beaucoup plus de garanties, peut-être s'exposer beaucoup moins à long terme. Peut-être, et moi c'est mon idée et ça n'engage que moi, trouver des modes plus innovants de financement, c'est-à-dire assortir. Aujourd'hui, toutes les sociétés de leasing de leasing et de financement locatif sont adossées à des banques. Eh bien, il faudrait qu'elles jouent de cette force pour présenter toute une panoplie de financement du cycle d'activité qui inclut le factoring, le leasing, le crédit moyen terme, etc., pour répondre, pour financer l'exploitation, pour financer l'investissement, etc. Et moi, je pense toujours que le leasing, pour la conjoncture actuelle, c'est le mode de financement le plus attractif parce que le bien demeure, la propriété du stud leasing, elle s'expose beaucoup moins. Donc, si on a un bien mobilier ou là, immobilier qui a une certaine valeur marchande et qu'on peut revendre, je pense que c'est le moment pour le stud leasing d'accorder plus de crédit sans trop s'exposer pour continuer de financer l'économie. Donc là, il y a trois questions sur remarque qui concernent la LOA. Il y a M. Abdelhamid qui nous dit quelle est la différence entre leasing et LOA. Puis, on a une autre personne qui nous dit pour la LOA, après expiration du contrat, est-ce que le bénéficiaire peut rendre le matériel en recevant son dépôt de garantie sans problème? Ou il y avait des conditions? Merci. Alors, pour la différence entre LOA et leasing, c'est que la LOA, c'est une location avec l'option d'achat. C'est une location où on opte pour l'achat. C'est-à-dire, d'accord? Donc, à la fin du contrat de LOA, l'accession à la propriété il est systématique. Le leasing, là, avec la valeur résiduelle, dès le calcul d'IEL, je ne sais pas moi, par un miracle de Covid 2019, avec le matériel, la valeur résiduelle, il va me coûter plus cher. Par contre, la LOA, c'est une location-vente carrément. Il va se mettre. Pour la deuxième question, c'était quoi, Mahfoud? Après expiration du contrat, est-ce que le bénéficiaire peut rendre le matériel en recevant son dépôt de garantie sans problème? Bien sûr, normalement c'est contractuel, il doit recevoir son dépôt de garantie, bien sûr. Il n'y a pas de... Très bien. Très bien. Alors, pour Walid, quelles sont les grandes lignes à suivre pour bien négocier un contrat, que ce soit leasing ou location? Moi, je dirais la grande ligne, c'est la transparence. Il faut toujours jouer la transparence, aussi bien du côté de société de leasing que du côté du preneur. Être toujours transparent sur moi en tant que preneur, sur ce que je veux, chez qui je vais le prendre, dans quel délai je vais le payer, etc. Ensuite, au niveau de la contractualisation, il va falloir, les gens ne lisent généralement pas les contrats. Il faut lire les contrats d'une manière spécifique et surtout, simuler le tableau d'amortissement avant de s'engager. Quand je dis tableau d'amortissement, il faut que vous ayez le loyer, bien sûr, le principal payé dans chaque échéance, les intérêts payés au niveau de l'échéance et le capital restant dû. Et calculer avec le taux. Bien sûr, toujours consulter plusieurs sociétés de leasing. Il faut consulter plusieurs sociétés de leasing parce que vous avez la société de leasing avec la banque avec qui vous travaillez, vous allez naturellement vers votre banque et la filiale leasing d'ILH, mais le Wahid consulte le marché et comparer. Les offres ne sont pas toujours immédiatement comparables, mais faire toujours des simulations, calculer le TEG des différentes opérations
voir les différentes options que nous avons en termes de durée, de financement, en termes de possibilité de payer, de différer les paiements, en termes d'optimisation de la valeur résiduelle, parce que les standards et les valeurs résiduelles, c'est pour le mobilier, c'est 1%, pour l'immobilier, c'est 10%. Mais entre 1%, 10%, il y a toujours une marge de négociation les sociétés de leasing n'aiment pas trop perturber les valeurs résiduelles parce que ça perturbe la fameuse valeur latente dans l'air. Donc, mais il faut jouer la transparence, consulter plusieurs sociétés de financement et comparer le comparable et passer à la négociation. Et une autre question sur les perspectives de ce moyen de financement en ces moments de Covid. Je pense qu'on a parlé de cette question. C'est une question qui a déjà été posée, Stéphane. D'accord. J'ai une question, c'est pour les startups. Quel type de leasing vous conseillez aux jeunes sociétés, surtout après la crise de Covid-19? Alors, les startups, moi, je ne leur conseille pas le leasing. Parce que c'est très consommateur de cash, c'est très consommateur de CAF, de la CAF. Et une startup a besoin de CAF, elle a besoin d'investir, elle a besoin de mobiliser des ressources. Donc, il n'est pas conseillé à une startup de démarrer avec du leasing. Et également, les sociétés de leasing ne vont pas financer des sociétés créées depuis moins d'un an. Mais c'est le cas général, il y a toujours des exceptions. Si vous avez une start-up qui est capable de générer, qui a des capacités d'autofinancement importantes, et pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça lui permet de payer moins d'impôts et c'est toujours intéressant d'optimiser la fiscalité grâce au leasing. Oui, une autre question posée par M. Mehdi Yakouti. M. Omar, si vous permettez, comment peut-on définir une opération de main levée dans le cadre d'un contrat? Main levée dans le cadre d'un contrat de leasing. Contrat de leasing. Alors, la main levée, elle a une garantie donnée. C'est ça, si j'ai bien compris. Je pense qu'il parle la main levée après. À la fin du contrat. D'abord, la société de leasing suppose donc qu'elle vous finance une voiture. Elle vous finance une voiture. Normalement, puisque la société de leasing est propriétaire de la voiture, normalement, la carte grise doit être en son nom. Oui, barré. Elle doit être en son nom, mais c'est barré. Elle doit être au nom de la société de leasing. Oui. Mais comme les sociétés de leasing ne veulent pas avoir de problème de responsabilité en cas d'accident, en cas de HADA, elles mettent la carte grise au nom le preneur, d'accord? Mais elles font signer au preneur une reconnaissance de propriété pour dire, juste pour respecter la réglementation marocaine, on a mis la carte grise au nom du preneur, mais en réalité, nous sommes propriétaires. Et la carte grise est barrée. Parce qu'il s'agit le contrat, c'est une main levée. Donc, qu'il s'agit le contrat, le client, le preneur est en droit de payer sa valeur résiduelle et de récupérer sa voiture. Comme elle est barrée, il lui faut un document qui s'appelle une main levée de la société de leasing qui constate que le contrat est terminé, qu'il ne doit plus rien et qu'elle autorise le service des mines d'enlever le barrement de la carte grise. En fait, c'est un nantissement avec le barrement. La garantie, la main levée pour la voiture, elle est valable aussi bien pour un nantissement de fonds de commerce ou toute autre garantie. D'accord. Une autre question. En termes de leasing immobilier, comment séparer la valeur du terrain et de la construction? Comment séparer? Voilà. Alors, vous avez deux cas. Vous avez le cas où la valeur du terrain elle est déjà identifiée parce que vous avez acheté un terrain, vous avez construit dessus, vous connaissez la valeur du terrain, vous connaissez la valeur de la construction. Mais vous avez des cas où il s'agit d'un appartement, par exemple. Il s'agit d'un appartement qui se trouve tel endroit, etc.
Donc, il va falloir revenir à la valeur, à l'estimation de la valeur du terrain, de la parcelle sur laquelle est construit le bien. Et en fonction comment on appelle ça, des dixièmes, etc., j'ai oublié là, le nom, les proportions de la quote-part de votre propriété dans les parties divises, vous supposez que la valeur de votre bien est de temps. Donc, le bien total a coûté tant, et par différence, vous extrayez la valeur du terrain. Ou là, vous avez la valeur des constructions qui est identifiée, et par différence, vous extrayez la valeur du terrain. Vous voulez parler des tantièmes? Des tantièmes, exactement, merci. Je vous en C'est prie. certainement un notaire qui nous... Non, non, du tout. D'accord. Les tantièmes, effectivement. Financière, d'accord. Une autre question est quelles sont les incidences comptables et fiscales en cas de versement d'une avance importante aux sociétés? Les incidences fiscales et comptables. Comptablement, je ne pense pas qu'il y ait Smith ou qu'il y ait Smith, mais fiscalement, j'anticipe en fait des charges. J'anticipe des charges, et si la valeur elle est trop importante, et qu'elle a un impact trop important sur mon résultat, eh l'administration fiscale est en droit de venir me dire, monsieur, pourquoi vous avez payé autant de la valeur? Qu'est-ce qui se passe? Elle peut venir et voir le contrat de leasing. Est-ce qu'il est réel? Est-ce qu'il n'est pas réel? Est-ce qu'il n'y a pas... Dans les années 90, les entreprises, les preneurs, ils jouaient un peu avec ça. Alors, à la fin de l'année, vous aviez tout le monde qui voulait un nouveau contrat de leasing et tout le monde qui voulait, avec le nouveau contrat de leasing, le 31 décembre. Et donc, pour optimiser, le 31 décembre, on a un loyer majoré de 1 million de dirhams. Aujourd'hui, ce n'est plus possible parce que, comme on a dit, ça perturbe le pilotage de la réserve latente chez les sociétés de leasing et également l'administration fiscale qui est de plus en plus regardante sur les premiers loyers majorés. Vous avez une question sur le financement le plus intéressant fiscalement parlant. Est-ce que c'est le leasing ou le CNT? Et son impact sur le bilan? Voilà, on a répondu. Il faut faire le comparatif. Au cas par cas. C'est le plan fiscal, ce n'est pas sur le plan financier. Là, c'est fiscalement, pardon. Fiscalement, il faut aller jusqu'au résultat. Jusqu'au résultat et l'impact sur le résultat et comparer chaque mode de financement ligne par ligne et optimiser et prendre le truc le plus optimum. On revient sur une question de Mme Mariam Idrissi qui insiste. Et dans la comptabilité marocaine, le bailleur ne décomptabilise-t-il jamais le bien loué pour inscrire une créance comme en IFRS et en cas de location de financement? Donc là, il compare par rapport au traitement IFRS. Dans la comptabilité marocaine, le payeur ne décomptabilise-t-il jamais le bien loué pour inscrire une créance? Décomptabiliser. Donc, décomptabiliser jamais le bien. Comment on IFRS? Il fait un comparaison entre la comptabilisation marocaine. Alors, les IFRS, qu'est-ce qu'elles vous disent? Les IFRS vous disent, je comptabilise le fait économique. Alors. Je comptabilise le fait économique. La comptabilité, le code général de normalisation comptable, il vous dit, je comptabilise le fait juridique. Donc, si on était en IFRS, c'est-à-dire que le premier loyer majoré, il va aller en diminution de ma créance. C'est-à-dire que le contrat de crédit bail, ça, c'est modélisé c'est comme une créance, d'accord? Ou avec un tableau d'amortissement. Donc, je diminue ma créance, d'accord? Et je surveille la valeur économique de mon bien. Il a le bien, un terrain, la valeur de au niveau de l'actif. Il a un bien, je ne sais pas moi, chez matériel, il nous est arrivé d'acheter un matériel à une valeur 100 et au bout de 3 mois, à le revendre à la valeur de 120. Le matériel, c'était un camion. On l'a gardé, je crois, au bout de 6 ou 9 mois, le client ne voulait pas le prendre. Et au moment où on voulait le replacer, on l'a replacé à 120. Parce que je crois que c'était un petit camion d'une marque japonaise très connue. La production, les gens étaient prêts à payer beaucoup plus cher.
Donc là, au niveau de la valeur de l'actif, ça peut varier d'une manière très, très significative. Donc, il faut toujours surveiller la valeur de l'actif en IFRS et ça peut créer des plus-values très, très intéressantes. Mais au niveau de la comptabilité marocaine, non, il faut comptabiliser le phénomène juridique. Donc, si je comprends bien, en fait, le bailleur, il garde toujours dans son bilan l'actif loué. Jusqu'à la cession, jusqu'à la valeur résiduelle, bien sûr. Le bailleur Évidemment, jusqu'à la cession, le transfert de propriété. Tout à fait, tout à fait. Il garde le bien jusqu'à la... Très bien, merci beaucoup. On a une autre personne qui revient à charge pour une question. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez reprendre le mode de calcul des réserves latentes et le calcul de la valeur nette financière? D'accord. Je vais revenir. Pas le mode de calcul, voilà, vous donner une idée de comment ça se de la réserve latente et le calcul de la valeur nette financière. C'est Madame Ilham qui propose la question. D'accord. Alors, OK. D'abord, moi, je suis une société de leasing. D'accord? Je vous ai loué un bien qui coûte, que j'ai acheté à 1000. D'accord? Alors, avec le bien, si je l'amortis d'une manière linéaire, au milieu du contrat, sa valeur, donc je le loue sur 5 ans, au milieu du contrat, puisque c'est linéaire, sa valeur va être à peu près 500. Mais si j'ai reçu un premier loyer majoré de 200, déjà le premier jour, sa valeur financière, elle était que de 700. Même le milieu du contrat, sa valeur financière, elle est de 350. La valeur financière, c'est en fait ce que me doit le client. C'est la réalité de ce que me doit le client. Donc, si le client fait le milieu du contrat, il veut récupérer il veut récupérer son bien et me payer, me rembourser, il ne me rembourse que sur 350. Mais dans mes comptes, au niveau comptable, la valeur de ce bien, elle est de 500. Donc, je vais, en cédant le bien, je vais dégager une moins-value de 150. Donc, par prudence, donc par prudence, moi, je vais à chaque fois que je constate un écart négatif entre ma valeur nette financière, qui est de 350, et ma valeur comptable, qui est de 500, je vais la provisionner. Ça, c'est, on va dire, pour pouvoir me prémunir contre des pertes éventuelles dans le futur. Un peu, si vous voulez, comment on fait pour piloter la réserve latente et comment on fait pour la calculer. Une autre question, si vous permettez, M. Omar. Comment les sociétés de leasing traitent les cas des véhicules accidentés en cours du contrat? Alors, les véhicules accidentés. Alors, il y a plusieurs cas. Bon, accidenté, il est réparé, on ne fait rien. Maintenant, il est accidenté et on a ce qu'on appelle une réforme économique ou technique du véhicule. La réforme technique du véhicule, c'est que techniquement, on ne peut plus réparer avec le véhicule, ça devient une épave. La réforme économique, c'est qu'on peut réparer, mais le coût de réparation est supérieur à la valeur économique du véhicule. Donc, dans les deux cas, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, le contrat va s'arrêter, puisque l'actif est compromis. On voit le cœur du contrat de leasing, puisque l'actif est compromis, le contrat va s'arrêter. Et le preneur doit me payer l'équivalent de mon encours financier, l'équivalent du capital restant dû. Puisque ce n'est pas de sa faute qu'il y a eu un accident, etc., je ne vais pas lui facturer des frais supplémentaires, mais je vais recalculer l'encours restant dû. Maintenant, souvent, ce contrat est assorti d'une assurance tout risque qui a été mise en place. Donc, la compagnie d'assurance va se substituer au preneur. Elle va payer la société de leasing puisque le preneur lui a déjà donné une délégation au profit de la société de leasing lors de la mise en place du contrat. Et donc, le véhicule est mis en réforme et la compagnie d'assurance paye
ou là, s'il n'y a pas d'assurance, eh ben, le preneur devra payer l'encours financier. Ce qui n'est pas le cas pour l'Ijara. Pour l'Ijara, le contrat va céder, va cesser. Parce que la société de Ijara va prendre le risque avec vous, contrairement à la société de leasing. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Filali. Apparemment, vous avez répondu à toutes les questions. C'est Mahfoud, est-ce que vous avez d'autres questions? Je ne sais pas si vous avez répondu sûrement à la question d'une avance importante, l'incident comptable et fiscal pour une avance importante. جاوبنا عليه سي محفوظ. Il y a une dernière question qui vient d'arriver. Allez-y, madame. La valeur à l'acte à la fin de la durée de leasing d'un bien immobilier égale à sa valeur résiduelle, d'où un risque de surtaxation de la plus-value. Si la société acheteuse désire de vendre le bien acheté en leasing. Alors, la valeur de l'acte à la fin de la durée du leasing d'un bien immo égale à sa valeur résiduelle. D'où un risque. C'est le cas de... bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. D'abord, j'ai compris la question. D'abord, vous avez au niveau d'un contrat de leasing immobilier, vous avez un bien qui vaut 1 million de dirhams. Donc, le bien vaut 1 million de dirhams. À la fin du contrat, la société de leasing le cède au preneur pour 230 000 dirhams. Bien sûr, la valeur économique de ce bien, elle n'est pas de 230 000 dirhams, elle est peut-être de 1 500 000 dirhams parce qu'il s'est passé 10 ans ou 7 ans sur le contrat et on sait que les biens immobiliers à long terme prennent de la valeur. À long terme. Très bien. Donc, il y a un écart entre la valeur économique et la valeur de 230 000 dirhams qui est la valeur historique le bien dans mon bilan. Ouais. Effectivement, bon, il y a une plus-value potentielle, mais il n'y a pas de risque fiscal parce que l'administration fiscale admet que dans le cadre d'un contrat de leasing, on puisse acquérir avec le bien à une valeur qui est dérisoire par rapport à sa valeur économique. Ouais. Parfait. Je crois qu'on est arrivé à terme de ce webinaire assez Omar. Si vous avez quelques conseils à donner aux gens avant de quitter la séance, donc on est à 5 minutes à la fin. Conseil, très bien. Moi, Fiscal et choix comptable, entre choix financier et choix. Des recommandations à 2 niveaux. Des recommandations pour les sociétés de leasing, c'est de leur dire que la conjoncture actuelle, effectivement, il faut être prudent, bien sûr, et regardons, mais il faut soutenir ses clients. Il faut soutenir ses clients en cette période difficile. Et il ne faudrait pas que les sociétés de financement soient toujours la partie qui gagne. Ça serait bien que les sociétés de leasing le micro. Donc, il faudrait qu'ils soutiennent leurs clients. Deuxièmement, les sociétés de leasing devraient aussi être un peu plus créatives dans leur relation avec les clients et innover en matière de techniques de financement. Avec des multiplicités, une infinité de combinaisons possibles entre les différents produits de financement existants. Vous avez une infinité de possibilités de location évolutive, des milliers de techniques qui peuvent permettre de se rassurer quant à l'actif qui est financé et également qui permet à l'entreprise de respirer, d'avoir de nouveaux investissements et de s'en sortir en fin de la crise. Pour ce qui est des preneurs, il faudrait introduire la rationalité dans tout ce que nous, en tant que manager, nous avons l'objectif de prendre des décisions rationnelles et certaines. Et pour ça, dans le cas de la mise en place de contrats de leasing, eh bien, il faudrait bien étudier les différents scénarios pour ne pas tomber dans des situations difficiles. Une start-up qui prend du leasing,
c'est pas très compatible. Le leasing est fait pour des sociétés qui sont matures, des PME, c'est plus adapté à la PME. Et puis, dernière chose, vous avez aussi du côté des fournisseurs d'équipements. Les fournisseurs d'équipements peuvent faire des montages extraordinaires pour financer l'acquisition de ces équipements, notamment en mettant en place des contrats adossés à des contrats de leasing. Je m'explique, vous avez un vendeur de matériel, je ne sais pas moi, des chenilles ou là, des rouleaux compresseurs, etc., des matériels qui sont lourds et qui sont valorisés sur le marché. Ils peuvent aller chez une société de leasing et leur dire, écoutez, nous avons 3, 4, 5 clients qui sont d'excellentes signatures. Nous allons leur donner de l'équipement et nous allons assumer les loyers. Par contre, vous nous donnerez un contrat de leasing pour financer l'acquisition, d'accord? Ou les loyers que nous recevrons de nos clients, on a sous forme de loyer leasing, moyennant une plus-value, bien sûr. Et bien sûr, on peut mettre en place une option de buyback. Il y a quelqu'un qui avait posé auparavant une question sur le buyback que je viens de me rappeler. Donc, le buyback, c'est je garantis à la société de leasing un montant minimum en cas de récupération, en cas de casse et en cas de récupération de ce matériel. Je garantis à la société de leasing un montant minimum de ce matériel parce que moi, je fournis ce matériel et je connais le comportement de ce matériel sur le marché. Et juste en mettant en place des solutions collectives et intelligentes, on peut trouver beaucoup de façons de financer l'économie et de manière très simple et efficace. Voilà, c'est ce que j'avais, les 3 recommandations que j'avais à faire. Pour le mot de la fin, on va le céder à Samir qui est membre du pôle formation de la CC. Et moi, je vais partager avec l'auditoire le prochain webinaire qui sera diffusé, le prochain webinaire qui aura lieu le 21, Inch'Allah. D'accord, c'est Samir, à vous la parole. Monsieur, merci beaucoup, Sir Omar Filali, pour la qualité de l'intervention, aussi pour la bienveillance. Vous avez laissé le temps, vous n'avez pas limité le temps. Vous avez répondu à toutes les questions posées par les intervenants, les participants, qu'ils étaient aussi nombreux, aussi étaient disciplinés. On a eu beaucoup d'échos favorables à la qualité de la présentation. Merci beaucoup à Omar et on espère vous voir bientôt pour un autre thème. On aimerait bien vous avoir aussi pour organiser avec vous d'autres thèmes. C'est l'assistance, les participants insistent pour voir d'autres thèmes par vous, qui soient présentés par vous. Le groupe, le comité de formation est composé de Mahfoud, Walid et Madame Sbah Hafeda. On vous remercie au nom de l'association ACC. Merci à vous. Mahfoud. Donc, on tient qu'à remercier Sir Omar et je crois que vous regardez le prochain webinaire qui aura lieu le 21 mai à 15h30. Donc, sur les erreurs à éviter en langue française. Donc, vous pouvez vous inscrire, vous pouvez y accéder via le lien qui s'affiche sur l'écran. Encore une fois, on remercie Sir Omar et on remercie les gens de leur patience et de leur... J'espère que je n'ai pas fait d'erreur en langue française. Ah non. Non. Là, vous avez programmé le webinaire. Non, pas du tout. Pas du tout. Okay, merci beaucoup. À bientôt, bon courage. Alors, oui, merci. Moi, j'ai une petite annonce à faire aussi, s'il vous plaît. Nous avons un webinaire sur l'innovation demain à 21h30 sur une innovation marocaine, avec le masque Mided, qui est une invention marocaine. Donc, je vous invite à vous inscrire à ce webinaire. Certains se sont déjà inscrits. Ça va être très intéressant avec Mohsin Ldissi, qui est quelqu'un de très... qui est un grand opérateur dans le domaine de la high-tech. Et il a créé un petit environnement
entre un groupe d'amis pour faire le fameux masque dont on a entendu parler, intelligent, anti-Covid. D'accord. Oui, 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 Très on bien. a écouté. Si Ok, vous partagez avec nous le flyer, comme ça on le diffuse. je le ferai, d'accord, tout de suite. C'est un- Ok.